Première nuit dans Zoubra. On a réussi à trouver un petit spot dans la nature au calme. On est entouré par la nature, il y a plein d'oiseaux à observer. Le lieu est vachement réputé d'ailleurs, ce qu'on a pu voir, pour observer les oiseaux. Il y a plein de photographes animaliers. Là on va prendre la route maintenant en direction du sud. On a une longue route de 1600-1700 km qui nous attendent pour descendre jusqu'au premier stop. En 2024, on a transformé un vieux camion 4x4 en chalet roulant. Zoubra. Son but, nous conduire de la Patagonie au Canada, des vagues au sommet, en passant par les plus belles routes du continent. Nous, c'est Quentin et Emma. Alors pour ne rien manquer de nos aventures, abonne-toi. Allez, en route! Je suis trop contente de rentrer à la première adresse. Ça y est, on entame la descente vers Ushuaia. J'étais tellement excitée ce matin qu'à 5h, je faisais déjà le Bronx et j'avais envie de me lever pour commencer l'aventure, quoi. Je pense qu'on a à peu près 3 jours de route. Mais toi, petit vénard, tu vas te transporter d'ici quelques minutes à Puerto Madryn. let's go! Pied au plancher, ou presque. Nous voilà donc partis avec notre Zoubra à la découverte non pas d'un, mais de 2 pays. 3000 km nous séparent de là où nous sommes, à Ushuaia. La route est longue, très longue. Au menu, plusieurs jours composés de lignes droites, très droites, des revêtements plus que douteux, des paysages plutôt monotones. Le tout est évidemment entrecoupé de milliards de pleins d'essence qui, au final, sont pour nous les meilleurs moments. Et oui, on y rencontre toujours des gens super sympas qui nous demandent nos coordonnées pour nous suivre sur les réseaux et échanger. C'est Delta et votre show. Du coup, ici, il y a 2 catégories de gasoil, donc grade 2 et grade 3. Il y en a un qui est plus atomique que l'autre. Donc nous, on a fait le choix de faire un plein sur 2. On peut se le permettre parce que le véhicule est vieux, donc il supporte le gasoil qui est un peu moins raffiné. Et du coup, ça fait un peu faire des économies parce qu'ici, avec les 200% d'inflation, le carburant il est super cher. C'est-à-dire que le plus raffiné, il est à 1,40 le litre. Le moins raffiné, 1,20. Donc voilà. Au final, on fait passer le temps comme on peut. On écoute de la musique, mais sans réseau, c'est très redondant. On discute, mais 37 heures, c'est long, donc on s'ennuie aussi. Du coup, on trouve des moyens pour pimenter tout ça. Et nous voilà aux portes de la panne sèche, obligés de faire demi-tour pour aller faire le plein d'essence. On est au milieu de nulle part ici et il n'y a pas grand chose pour faire le plein. Zoubra n'a pas une grosse autonomie, on roule 400 bornes en général avec un plein. Là ça faisait 250-300 bornes qu'on roulait. Quand on s'est dit que ce serait pas mal de trouver quelque chose pour faire le plein, quand on a regardé sur le GPS, il n'y avait rien du tout. Clairement la prochaine était à 100 km donc c'est sûr qu'on n'allait pas l'atteindre. Donc obligé de faire demi-tour pour rouler 60 km en arrière pour trouver une station-service. On n'est même pas sûr de réussir à y aller. Je pense qu'on était à 2 km de tomber en panne sèche. C'était aventureux. Et la prochaine fois, on regardera mieux quand même combien de délai on a entre l'endroit où on est et la prochaine station-service. Parce que vu l'état des lieux et comment c'est désertique, je pense que ce sera pas la dernière fois. Et oui, nous étions des débutants des lieux sans station, mais maintenant, on ne se fera plus avoir. On a des super beaux jerrycans et ils sont quand même beaucoup mieux et plus utiles en étant remplis. Les heures passent. Il ne faut pas se laisser abattre. On en profite donc pour faire les petites pauses goûter. Puis, une petite sieste au changement de conducteur. Et hop, nous voilà arrivés à notre premier lieu de visite, la péninsule de Valdez. Et voilà, ça y est, on vient de s'envoyer les 1500 bornes en 2 jours. Finalement on a pas mal roulé.
C'était assez inintéressant et assez monotone en termes de conduite et de paysage. Mais bon, ça fait vraiment du bien d'être arrivé là, c'est hyper apaisant. On est au milieu des dunes, entouré par l'océan. C'est trop cool. Et demain, on espère qu'on va pouvoir aller voir les baleines, les manchots et les lions de mer. Tu vas faire quoi? Caca. C'est mon super toilette. Donc la petite. Du coup, hop là, comme ça. Et en fait, je vais m'installer là, comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Et là, du coup, je vais faire caca à vue. Vous n'aurez jamais meilleure toilette. La péninsule de Valdez est un trésor naturel qui regroupe de nombreuses espèces terrestres et marines dans un lieu très vaste composé de steppes arides qui plongent dans l'océan. Notre première rencontre lors de cette excursion sera avec les guanacos, qui sont en fait de petits lamas sauvages omniprésents dans ces territoires de Patagonie. Reprend ces longues pistes, car oui, la péninsule est très grande. C'est 3600 km², soit un peu plus que la surface totale du département de la Haute-Savoie. Rencontre suivante, les manchots de Magellan. Et quelle chance! Nous arrivons pendant la période de reproduction et nidification, ce pourquoi ils creusent ces terriers dans le sol pour abriter leur nid. Rappelons que nos amis les manchots sont très célèbres pour des rituels bien particuliers. Tout d'abord, ces espèces sont souvent fidèles à leurs partenaires, au moins pendant une saison. Certains retrouvent le même compagnon année après année. Pendant que l'un reste au nid, l'autre part en mer pour se nourrir. Et lors du retour sur Terre, chaque manchot a un cri reconnaissable parmi des milliers. Bien plus facile pour se retrouver dans toute une colonie. Les œufs mettent 40 jours avant de laisser place à un petit poussin. Après ce bon moment d'attendrissement, direction les plages avec un animal bien plus imposant, le lion de mer. Là aussi, nous sommes pendant la période de reproduction et nous assistons donc à un combat de mâles. Car oui, pour cette espèce, la reproduction est régie par des règles sociales bien précises. Nous avons les mâles dominants, appelés taureaux, qui rassemblent un harem de 5 à 15 femelles. Et ensuite, il y a les mâles subordonnés qui ne réussissent pas à établir un territoire et attendent donc une occasion de s'accoupler. Nous n'aurons pas eu la chance de voir des orques ou des baleines lors de notre passage à la péninsule, mais pouvoir voir de nos propres yeux ces espèces qui nous étaient totalement inconnues était tout simplement magique. Nous voilà donc repartis direction Ushuaia avec la tête remplie d'images incroyables. Nous voilà arrivés au spot où on va passer la nuit. On pensait être seul. Mais pas du tout. Regarde qui c'est qui est là. Nos potes les dormeurs. C'est un truc de fou, ils sont
là, juste à côté de nous. On pourrait même leur faire des petits gratouilles sur le ventre, mais on ne le fera pas parce que ce sont des animaux sauvages, on les laisse tranquilles. Fais des petits grognous. Les joies de rouler sur piste. Donc on a l'intérieur du van qui est complètement tout plein de poussière, tous les draps, les oreillers, partout, les placards, enfin bref, c'est vraiment un enfer. En plus, sur les pistes, ça fait de la tôle ondulée, donc quand tu roules, ça fait tac 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 tac. C'est que le début, mais j'imagine qu'au bout de 2 ans de pistes en tôle ondulée, etc., je pense qu'on va avoir même pire, le camion va forcément morfler, non? C'est terminé, maintenant direction Ushuaia, donc tu connais la chanson, 20 heures de ligne droite, très droite. Et avant tout ça, il va quand même falloir faire un petit stop chez le garagiste. De 1 pour la vidange, de 2 la porte arrière ne s'ouvre plus, un peu problématique, on a tout notre matériel dedans. Voilà. Et ben non, elle est toujours cassée. Du coup là la vidange est faite, mais la poignée c'est pas possible parce qu'ici il n'y a pas la pièce. Donc on l'a fait venir depuis la France, elle va arriver chez Los Padres, ils vont nous l'envoyer ici dans ce garage à Rio Gallegos, et quand il l'aura reçu, il nous enverra un message et du coup on devra revenir ici pour la changer. Mais on n'a pas le choix de faire autrement, c'est comme ça, c'est plus simple. Évidemment, on ne va pas rester à Rio Gallegos pour attendre la pièce. On termine donc notre descente vers Ushuaia. Et pour ce faire, nous devons embarquer sur un petit bateau afin de traverser le fameux détroit de Magellan. Découvert en 1520 par l'explorateur portugais Ferdinand Magellan, ce passage de 570 km de long a marqué l'histoire des grandes explorations et du commerce mondial. Le détroit offre un passage plus sûr et direct entre les deux océans sans contourner l'Antarctique. Néanmoins, ces conditions difficiles provoquent de nombreux naufrages. On peut d'ailleurs observer beaucoup d'épaves de bateaux dans ce secteur. Là, il y a tellement de vent, on l'a de face, que là je suis pied-tôle sur du plat et on dépasse pas les 60 km/h, il arrive vraiment pas à monter dans les tours et en vitesse. Ça souffle tellement là, c'est une grande découverte pour nous là, un peu le vent. La traversée finie, nous voici donc sur la grande île de la Terre de Feu, accompagnée d'un élément qui va nous suivre pendant plusieurs mois, le vent. Ou plutôt devrais-je dire, le vent très violent. Ce que nous pensions être un vent fort en France n'était en fait qu'une douce brise qui nous caressait les cheveux. Non mais c'est hardcore en fait là. Oh mais attends. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais aide-moi. Je sais pas quoi faire. Allez. Non mais... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a 300 km/h de vent dehors. Je vais m'envoler. Il était caché derrière les forêts. Néanmoins, les kilomètres passent et les paysages changent petit à petit. Les lignes droites laissent place à des virages, la végétation aride à des forêts de hêtres, le plat à des montagnes. Nous y sommes. Ushuaia, te voilà. Tada! Et voilà, après 3000 km de route, 7 jours, nous voilà enfin à Ushuaia, au presque bout du monde. On pourrait dire que pour nous, l'aventure commence réellement ici. Mais si on est là, c'est pour vérifier un mythe. Dans un flacon recyclable. Nouvelle douche Ushuaia certifiée bio.
va rattraper le sac. Et nous voilà à quelques instants du départ pour un trek de 3 jours en totale autonomie. Qui dit totale autonomie dit préparation rigoureuse du matériel. On ne doit rien oublier, pas de refuge pour nous sauver. Dans cet épisode, du coup, on t'amène avec nous à travers plusieurs treks pour chercher cette étrangeté publicitaire qui me paraît quand même plutôt louche. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que c'est vrai, on va réussir à trouver le lieu de tournage derrière une montagne cachée? Ou alors c'est totalement fake et en fait on nous a menti toute notre vie? Allez, viens! C'est parti à travers la Sierra Valdivieso. Au total, nous allons parcourir 46 km et 2000 mètres de dénivelé positif. Le trek est annoncé en 4 jours, nous l'avons fait en 3. Au début, nous nous demandions pourquoi autant de temps était annoncé. On a vite compris. Le principe de ce rando en fait c'est qu'il n'y a juste pas de chemin. Ouais, je sais. C'est... Je l'ai lu. Le terrain est très difficile et changeant. C'est un enchaînement de marécages, forêts denses, cols montagneux, rivières à traverser. Au début, tu enlèves les chaussures et au 3e jour, tu traverses à la nage. Et le tout, bien sûr, en l'absence de sentiers balisés. Ça te dit quoi la température? En fait, ici, ça ressemblait un petit peu au marais des morts dans le Seigneur des Anneaux. Je sais qu'il y a des grands fans et ils reconnaîtront forcément avec les paysages qui nous entourent. Super loin, parce qu'il n'y a pas de sentier. C'est que de la débrouille en fait. Enfin, voilà, il y a des sentiers nulle part. Tu as une direction et puis tu suis la direction. Et là, il y avait vachement de tourbières. Donc tu fais des zig et des zags et tu reviens sur tes pas et tu passes à droite et tu passes à gauche. Ce qui fait qu'on a une moyenne ultra lente sans forcément marcher ultra lentement. Mais c'est une nouveauté. Après une bonne journée de marche, nous voilà arrivés au campement. Et maintenant on va monter le campement. Et on fait comme dans les vidéos, on lance ça et après ça se monte tout seul. Mais non, on n'est pas sur Instagram mon gars, il faut la monter la tente. Allez! C'est le seul endroit au sec où nous allons pouvoir monter notre toute nouvelle tente. Qui dit nouvelle tente, dit test de la solidité des arceaux en l'envoyant dans la tête de mon Mimi. Ça va? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès mon cœur. Ok, c'est validé. Repas bien mérité. On ne se refuse rien. Des superbes pâtes instantanées au brocoli. C'est très très al dente. Les 5 minutes, je sais pas où ils les ont vus, mais on n'a pas les mêmes 5 minutes. À déguster face à cette vue époustouflante au milieu de ces géants de pierre qui, finalement, ne sont pas très hauts en altitude. Et oui, à Ushuaia, nous sommes au niveau de la mer. Donc ces montagnes que l'on voit autour de nous culminent à 1500 mètres d'altitude. Et le terrain devient très minéral dès 600 mètres. On a une superbe tente de qualité, grande et spacieuse. Mais par contre, moi j'ai un duvet tout nul. À la base c'était un duvet -10, -15. Il s'est transformé en duvet 10, 15. Mais je pense que même que pour 15 il est un peu limite. Du coup, petit conseil, évitez de laisser compresser vos duvets pendant 1 an dans le sac de compression. Ça évitera du coup que toutes ces plumes se fassent écraser et qu'ils perdent toutes ces capacités thermiques. Est-ce qu'il fait -40 dehors? Pas du tout. Est-ce que je vais dormir avec cette énorme doudoune? Absolument.
On n'avait pas forcément prévu la neige sur notre trek, mais on est un peu tôt dans la saison, du coup les sentiers sont complètement recouverts de neige, donc bon bah pas trop le choix de s'attaquer au talus de neige. On espère juste que de l'autre côté ce sera un chouï moins chiant. Voilà, en attendant faut qu'on fasse un peu gaffe parce que c'est pas comme si on avait l'équipement le plus adéquat avec nos petites chaussures de trek. Et voilà, bienvenue au Mordor après le Marais des Morts, on est au Mordor. Le talus de neige c'est fait, maintenant on va se faire une partie roulante dans un pierrier sans chemin, parce que rappelons-le c'était un trek sans chemin. Là, on est en pleine navigation, en plein milieu d'une forêt retournée par le vent et qui a l'air d'avoir brûlé. Du coup, il faut se frayer un chemin à travers les branches. Oh yo yo. Après l'enchaînement de plusieurs cols, nous revoilà encore avec un repas très original composé de pâtes. Cette fois-ci, non pas au brocoli, mais plus généralement à la verdura, comme il est écrit. Même pour ça, je pinaille. Du coup, là, on est arrivé au point culminant de la rando. Le dénivelé positif, c'est terminé. Et a priori, la pub n'a pas été tournée là. Donc on n'a plus qu'à rentrer bredouille à la maison et continuer à chercher. Peut-être qu'on n'a pas trouvé l'endroit de la pub, mais au moins on se fait des repas de chef avec des paysages splendides. C'est les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées. La vue est magnifique. Les paysages sont époustouflants et tellement diversifiés que l'on pourrait penser visiter 10 pays en seulement quelques kilomètres de randonnée. Bon, on n'a pas baissé les bras dans notre recherche, on a fait plusieurs treks tout au long de la semaine et je crois qu'on est tombé sur quelque chose. Mais avant ça, je tiens à remercier les sponsors de notre voyage qui nous ont offert ces magnifiques tasses et qui nous permettent de boire des thés chauds après des treks où il fait très froid. Merci à vous. Super bon ce thé. Super chaude. Dis-moi si tu penses qu'on va trouver le spot. Dans le prochain épisode, on teste l'étanchéité de Zoubra. Alors pour ne rien louper, abonne-toi.